Oui, c'est le pays le plus sanctionné, mais c'est un pays sur lequel les sanctions ont probablement le moins d'effet. Un désamour par rapport à l'Occident et une forme de redécouverte des pays asiatiques. C'est là où les choses vont se passer dans les 20 ou les 30 prochaines années. C'est plus en Europe, c'est même plus aux États-Unis, c'est là-bas que les choses vont se passer. Jacques Sapir, aujourd'hui on va parler de l'économie russe en 2026. Et d'après tous les indicateurs, elle ne va pas très bien en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bonjour Diana, je suis très heureux d'intervenir à nouveau dans votre podcast. Oui, effectivement, l'économie russe connaît des problèmes. Elle les connaît en réalité depuis la fin du printemps 2025. Et ces problèmes se sont aggravés cet hiver. Alors, il y a essentiellement deux raisons. Il y a une raison, je dirais, conjoncturelle. Effectivement, comme l'a dit le président Poutine, qui a parlé hier, c'était le 15 avril, effectivement, la Russie a connu une période de très mauvais temps. Et ce très mauvais temps a évidemment freiné tous les travaux qui nécessitent d'être dehors, alors que ce soit en matière d'industrie extractive, ou par exemple en matière de construction. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'impact négatif que jouent maintenant les taux d'intérêt de la Banque centrale. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, l'inflation est à peu près de 5,8%, 5,8, 5,9. Elle était au début de l'année, donc janvier, février, elle était autour de 6%. Et pourtant, le taux d'intérêt était à l'époque de 15,5%. Maintenant, il est tombé à 15%, mais ça fait quand même 9% au-dessus du taux d'inflation. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'avec des taux d'intérêt aussi élevés, on n'emprunte plus pour consommer, et il y a toute une partie de la consommation. Par exemple, si on veut acheter une voiture, normalement, on emprunte. Alors, peut-être pas la totalité, bon. Même chose pour le logement, et là, c'est encore plus grave, hein. On est sur un système hypothécaire, et on est là face à des taux qui empêchent de fait d'acheter. Et puis il y a un autre point sur lequel les économistes, ou disons les journalistes économiques, n'insistent peut-être pas assez, c'est que qui dit des taux d'intérêt très élevés, dit aussi que les taux auxquels vous pouvez placer votre argent sont très élevés. Et que quelqu'un en Russie peut aujourd'hui, avec un taux qui est à 15%, je dirais pour les grandes banques, 17-18%, peut-être 19% pour le public, donc quand on emprunte, mais quand vous prêtez de l'argent, autrement dit quand vous déposez de l'argent dans une banque, vous touchez encore l'équivalent de 10%, peut-être 11%, avec un taux d'inflation qui est de l'ordre de 6%. Donc vous gagnez sans rien faire 4% en taux réel. Et évidemment, il y a toute une partie de la population qui préfère ne pas consommer, qui place cet argent, qui voit cet argent évidemment gonfler de mois en mois à cause de ces taux d'intérêt, et donc cela réduit d'autant la consommation. Alors cela n'est pas du tout sain, d'abord parce que ça prouve que l'économie russe travaille en dessous de son potentiel, donc ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, qu'est-ce qui va se passer le jour où la Banque centrale va bien être obligée de baisser son taux directeur? Admettons qu'elle le baisse rapidement maintenant, il y a beaucoup d'argent qui était en dépôt dans les banques, qui va sortir des banques et rentrer dans la consommation. Donc on aura une forme d'à-coup de consommation qui macroéconomiquement n'est pas bon, qui peut provoquer un redémarrage de l'inflation. Bref, il y a un vrai problème de politique macroéconomique. Et cette politique macroéconomique, on comprend pourquoi elle est prise, hein. On comprend que la Banque centrale a voulu arrêter l'inflation qui atteignait, c'est vrai, 10%
à la fin de 2024. On était entre 10, 10,5% à la fin 2024 et au tout début de 2025. Bien. Et à l'époque, elle avait d'ailleurs monté les taux d'intérêt à 21%. C'était ça. Bon, après, elle est redescendue autour de 20%, mais ça faisait toujours l'équivalent de 9% en plus de l'inflation. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas dans cette politique de la Banque centrale, d'autant plus qu'une partie de l'inflation russe est une inflation qui est inévitable dans les conditions actuelles. Une partie est liée à ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. Ça consomme du matériel. Et produire du matériel militaire, autrement dit produire des objets qui ne peuvent pas être utilisés dans l'économie, mais ils n'ont comme fonction que de servir à faire la guerre, c'est inflationniste. Et puis il y a une deuxième raison qui fait monter l'inflation en dehors de toute question de revenus de la population, qui est structurelle, ce sont les sanctions. Les sanctions aujourd'hui n'ont un effet résiduel que sur l'inflation. Et on peut penser que les sanctions, ça coûte à la Russie entre 1 et 2% d'inflation, à mon avis légèrement au-dessus d'1, mais certainement pas 2, mais bon, ça c'est un avis personnel. Bien. Donc, si on prend la question en fait de la production du matériel militaire, plus la question de l'inflation, on est probablement face à 3%, peut-être 4%, mais disons 3% d'inflation. Si on prend le taux de base, le taux qui est la cible d'inflation, il est de 4%. 4% plus 3%, on arrive à 7%. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y avait bien un pic d'inflation quand on est monté à 10%, mais pas énorme. Et je suis d'accord que ce pic était très largement dû à l'épuisement des ressources en travail. Oui, et on voit encore aujourd'hui, alors même si ça a un petit peu augmenté, on est toujours autour de 2% de chômage, donc c'est très faible. Qui plus est, le temps moyen dans lequel les gens restent au chômage est lui aussi très faible. On voit entre 5 et 7 mois. Bon, pour prendre une formule française, on dirait qu'effectivement, en Russie, il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Mais là, c'est vrai, si vous voulez. C'est pas une simple formule, c'est quelque chose de vrai. Bien. Donc, que cela ait eu des effets inflationnistes, c'est évident. Mais d'abord, ces effets inflationnistes sont loin d'expliquer la totalité de l'inflation. Et il y a ces effets qui ne sont pas liés à cet épuisement du marché du travail, donc l'effet de production militaire et l'effet des sanctions, sur lequel les taux d'intérêt ne jouent absolument pas, n'ont aucun effet. Donc c'est là où on se dit que la Banque centrale ait voulu freiner l'inflation quand elle est montée autour de 10%, se comprend, mais il n'y a rien de faux là-dedans. Par contre, son analyse de l'inflation et l'ampleur du mouvement donné au taux d'intérêt est, elle, beaucoup trop forte. Donc je pense que il y a un problème en termes de développement économique, parce qu'on voit très bien que les taux d'intérêt, donc j'ai expliqué leur effet sur la consommation, mais on peut dire la même chose sur l'investissement. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut consacrer plus de 10% de son investissement à des emprunts bancaires. Ça revient beaucoup trop cher. Donc elle est obligée, l'entreprise est obligée de jouer beaucoup plus sur ses fonds propres. Alors oui, c'est sain d'ailleurs d'utiliser les fonds propres pour investir, mais ça ne permet pas d'investir assez. Donc toutes ces causes sont issues d'une forme d'exagération du mouvement des taux d'intérêt. Donc je le répète, on peut tout à fait comprendre, et c'est
justifié de dire qu'il fallait que la Banque centrale intervienne grosso modo à la fin du printemps 2024. Oui, on était en train de partir avec une inflation qui allait devenir un peu trop importante, mais elle a surréagi. Alors, j'ai utilisé du langage d'économiste. On va parler de overshooting. Bon, et c'est très exactement ce qu'elle a fait. Normalement, en 2024, elle aurait dû monter le taux directeur autour de 15 à 16%, certainement pas à 20 ou 21%, certainement pas. Et même chose aujourd'hui, elle devrait garder au-dessus du taux d'inflation une marge de 3 à 4%, ce qui veut dire avoir un taux d'intérêt, un taux directeur entre 9 et 10% et pas 15% comme c'est actuellement. Donc c'est ça qui est très largement aujourd'hui la cause de la petite récession technique que connaît l'économie russe. Alors la cause principale, c'est pas la seule. Il y a une deuxième cause, et là c'est évidemment, je dirais, l'épuisement des ressources de travail. Bon, l'épuisement des ressources de travail, ça joue aussi, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait le compenser en cherchant à augmenter la productivité du travail. Le problème, c'est que pour augmenter la productivité du travail, il faut investir. Donc, d'une certaine manière, si on avait un taux d'intérêt de la Banque centrale plus faible que celui actuel, au lieu d'être à 15% comme il l'est aujourd'hui, qu'il soit autour de 9%. Bon. On verrait repartir l'investissement. Et avec ce redémarrage de l'investissement, les entreprises pourraient acquérir un matériel plus moderne, pourraient remplacer du matériel ancien par un matériel plus moderne, ce qui ferait augmenter la productivité du travail et ce qui permettrait, d'une certaine manière, de détendre la situation sur le marché du travail. Donc, de ce point de vue-là, même si je reconnais qu'il y avait un besoin de faire quelque chose, ça, personne ne le discute. Je pense qu'on ne trouvera pas un économiste en Russie qui dira « Non, non, il ne fallait rien faire à la fin du printemps 2024 », mais il est très clair que la Banque centrale a agi de manière beaucoup trop forte, qu'elle a voulu écraser l'inflation, et qu'elle n'a pas écrasé l'inflation parce qu'une partie de l'inflation n'est pas affectée par le taux directeur. Une partie de l'inflation vient de phénomènes réels dans l'économie. Par contre, elle a écrasé la croissance et l'économie. Et ça, c'est grave. Et ça, je pense que le gouvernement russe aurait dû réagir depuis déjà au moins 6 mois là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'économistes, il y a mes collègues de l'Institut des prévisions économiques, moi-même, et j'ai écrit des papiers en russe dans des revues russes, que ce soit des revues universitaires ou des revues grand public, nous avons dit la Banque centrale est allée trop loin, elle est allée trop fort, elle doit maintenant faire machine arrière, et faire machine arrière rapidement. Par rapport aux dépôts bancaires que vous avez évoqué, en ce moment, ça devient plus difficile pour les Russes de retirer justement ces dépôts, et dans la société, il y a un mouvement de crainte que ça soit comme à la chute de l'Union soviétique, quand l'argent qui était déposé dans les banques soit irrécupérable et que les gens perdent toutes leurs économies. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des risques pour la population? Non, il n'y a pas de risque pour la population, mais il y a des actions qui sont faites par le gouvernement qui sont, à mon avis, des actions irréfléchies. Je crois que le gouvernement a parfaitement compris le risque, comme j'ai dit, d'à-coups en matière de consommation, tel que je l'ai évoqué, et qu'il pense peut-être à faire baisser les taux, à intervenir auprès de la Banque centrale pour que cette dernière baisse les taux non pas d'0,5%, voire d'1%, mais les baisse fortement de 3 à 4%. Seulement, il a compris que s'il fait ça, toute une série de dépôts ne sont en fait que de la consommation retardée. Et que dès que les taux auront baissé, dès qu'on pourra emprunter à nouveau à des taux raisonnables, eh bien, on le fera.
Et donc il se dit, mais oui, mais cet à-coup, il faut chercher à l'éviter. Donc comment je fais pour l'éviter si je ne peux pas jouer sur le prix de l'argent, que ce soit le prix à l'achat ou le prix à la vente? Eh bien évidemment, on va jouer sur la quantité ou sur des restrictions techniques. Le problème, c'est que si on fait ça, on met en cause l'idée que l'argent est un accès direct aux marchandises, aux biens, aux services auxquels la population doit avoir droit. On atteint à ce moment-là ce qu'on appelle la fongibilité de la monnaie. Et ça, c'est effectivement très grave. Parce que même s'il n'y a aucune raison que l'on revienne aujourd'hui à une situation qui était celle de l'Union soviétique à la fin et des débuts de la Russie, et il n'y a aucune raison parce que on n'est pas dans une situation où l'économie ne serait pas saine, où il n'y aurait pas justement un grand développement au sein de l'industrie. Bon, il n'y a aucune raison pour qu'on joue à ça, mais si on laisse à penser aux gens, en restreignant leur capacité à sortir leurs dépôts, qu'on va d'une certaine manière finir par interdire toute sortie des dépôts, ça c'est très dangereux parce que là on va provoquer une crise qui n'a aucune autre raison d'exister que justement l'idée qu'elle pourrait exister. Bon, là encore, je dis il faut faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'économie. Et donc, ça veut dire, d'une manière plus générale, que la politique de la Banque centrale devrait être intégrée dans la politique du gouvernement. Or, aujourd'hui, de par la Constitution, si vous voulez, c'est une règle constitutionnelle, on est avec une indépendance de la Banque centrale de Russie. Alors, même si on peut dire que oui, il y a une indépendance, mais si le président intervient, la Banque centrale va l'écouter. D'accord, je suis d'accord, mais ce n'est pas la même chose que si c'était une véritable règle. Autrement dit, si on remettait la Banque centrale de Russie, d'une certaine manière, sous l'autorité du gouvernement, de manière à ce que le gouvernement puisse coordonner directement sa politique et sa politique économique avec la Banque centrale de Russie. Donc il y a à la fois un problème, je dirais, de politique, si vous voulez, le fait que la Banque centrale ait exagéré sa politique, bien, mais il y a aussi un problème d'institution. Et on voit bien qu'aujourd'hui, compte tenu de l'importance de la politique publique pour le développement de l'économie russe, et le fait d'ailleurs que la politique gouvernementale me semble très judicieuse, hein. Bon après, si on rentre dans les détails, on peut certainement trouver des choses à redire, comme et c'est vrai, je dirais, même dans les politiques qui étaient les meilleures, par exemple, dans les années 50 ou au début des années 60 en France. Bien. On est face à une politique qui est plutôt judicieuse. Le problème, c'est qu'elle n'est pas coordonnée avec la politique monétaire. Et donc là, je dis qu'il faut prendre des mesures, il faut changer d'une certaine manière le cadre, de manière justement à ce que l'on aboutisse à cette forme de coordination des politiques, politique de la demande, politique industrielle, politique monétaire. Mais ça, on aurait dû le faire en réalité depuis assez longtemps. Bien. Et ce que malheureusement l'économie russe est en train de payer, c'est cette espèce d'idée que non, tout ne va pas si mal, il ne faut pas toucher aux institutions. Non, les institutions n'étaient pas complètement adaptées et au minimum, il aurait fallu que la Banque centrale accepte une limite de ses actions pour qu'elle ne fasse pas ce qui a été sa grande erreur, non pas de monter les taux. Non, il fallait effectivement monter les taux à la fin du printemps 2024, hein, ça personne ne le conteste, mais les monter aussi haut, de manière aussi brutale,
Et c'est ça qui a provoqué, en fait, la forme de cassure qui existe actuellement dans l'économie russe. Et en Russie, il y a le Fonds Народного благосостояния. Et là, depuis 2022, la Russie elle a beaucoup pioché dans ce fonds qui était avant quelque chose à ne pas toucher pour les temps difficiles. Là, j'ai regardé les statistiques et si la Russie continue à puiser dans les ressources de ce fonds, ça peut pas durer très longtemps. Et là, notamment, à la fin de 2025 et début 2026, la Russie a augmenté les impôts dans le pays, ce qui est quand même compliqué vu le passé soviétique quand les gens n'étaient pas habitués, pas du tout à payer les impôts. Et est-ce que ça signifie que de nos jours, l'État russe est à court d'argent? Non, l'État russe n'est pas à court d'argent. Il faut d'abord savoir que la charge fiscale en Russie est l'une des plus faibles sur le continent européen, voire même en comparaison avec les États-Unis. La totalité je dirais, des ressources représente autour de 35%. Pour comparer, la France, bon d'accord, la France est un pays qui est très fiscalisé. En France, les impôts, et je ne parle pas des dépenses sociales, c'est-à-dire sans compter les dépenses sociales, les impôts représentent à peu près 43%. Bon. Mais de 35 à 43%, il y a quand même de la marge. Donc, il n'y a pas un problème du fait qu'on paye trop d'impôts en Russie. Et il y a certainement un problème, mais qui s'explique là par l'histoire, sur la manière dont sont constitués les impôts russes. Alors, on voit déjà que le rôle principal, c'est la TVA, et que, sauf dernièrement, le gouvernement ne s'est pas réellement posé le problème de développer un impôt sur le revenu avec toute une série de tranches. Je crois qu'actuellement, il y a 3 tranches en Russie, il y en a 5 en France. Bon. Et malgré tout, l'impôt sur le revenu, pour donner son vrai nom, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, avec ces différentes tranches, représente un mode de fiscalité beaucoup plus juste que la TVA. Donc, alors, dans l'immédiat, c'est vrai que faire une réforme de l'IRPP, c'est compliqué, ça prend du temps à se faire, ça ne peut pas se faire en quelques semaines, bien, mais puisqu'on a commencé à parler de la nécessité d'une réforme du système fiscal russe en 2020, on aurait peut-être eu le temps depuis 2020, depuis plus de 5 ans, de commencer justement à constituer un impôt sur le revenu qui commence à être vraiment important pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Si vous voulez, quand on gagne beaucoup d'argent, on peut se permettre de payer beaucoup d'impôts. Quand on gagne très peu d'argent, tout impôt est un impôt de trop. C'est aussi simple que ça. Donc il y a d'abord ce problème. Après, il y a un deuxième problème. Est-ce que le gouvernement, l'État, dépense-t-il plus d'argent qu'il n'en a? Alors, on a déjà vu que l'argent qu'il a est un argent qui est peut-être insuffisant parce que le système des impôts est mal conçu. Bon, ça, c'est un premier point. Après, nous avons cette fameuse opération militaire spéciale. Je pense que le terme, en réalité, n'est pas bien choisi. Mais pour tout pays qui vit dans l'équivalent des conditions d'une guerre, on sait très bien qu'il y aura un excès de dépenses sur les recettes. Et d'ailleurs, cet excès de dépenses sur les recettes, ce déficit budgétaire, bon, il est plus faible que celui de la France. Donc, il faut là encore raison garder. Je pense que il est normal que la Russie, dans les conditions qui sont les siennes actuellement, soit confrontée à un problème de déficit budgétaire, et que par ailleurs ce problème est quand même à beaucoup relativisé. Le
le déficit budgétaire qui était prévu dans le budget actuel, je suis sûr que le budget sera révisé d'ici la fin juin. Ne serait-ce qu'en raison de la montée des recettes fiscales à cause de la montée des prix du pétrole et du gaz et des différentes exportations. Bon. Mais même en tenant compte au niveau du budget initial, même ce déficit restait inférieur au déficit que l'on a en France. Donc, il faut être un petit peu raisonnable là-dessus. Sur le fond, oui, il y a un problème dans le comportement du gouvernement russe par rapport à l'emprunt. Alors, le gouvernement russe ne veut pas emprunter, autrement dit, il ne veut pas émettre l'équivalent de bons du Trésor, qu'il ait eu une mauvaise expérience avec ce système de financement dans les années 90 est évident, je ne vais pas y revenir, mais je comprends tout à fait. Néanmoins, il faut dire une chose. Le gouvernement russe se glorifie d'une certaine manière du faible niveau de dette publique qu'il a. Mais moi je dirais, vous avez trop peu de dette. Parce que la dette publique, tant qu'elle reste en dessous de 40%, c'est quelque chose de tout à fait utile. D'abord, la dette publique, c'est ce qui permet de maîtriser la liquidité au sein de l'économie. Ça permet, par exemple, aux sociétés d'assurance, aux banques, de se garantir. Une banque ou une société d'assurance, qu'est-ce qu'elle achète normalement? Elle achète des bons du Trésor. Au-delà, la Russie développe un commerce en roubles avec toute une série de ses voisins, que ce soit des voisins proches, bon, les pays de l'ex-CEI, ou que ce soit des voisins plus lointains. J'ai lu dernièrement, il y a 2 jours, que la part du commerce et des transactions qui se faisaient en roubles à la bourse de Moscou avait atteint 60%. Bon, c'est considérable. C'est considérable. Et si on ajoute à ça le yuan et d'autres monnaies, à l'exception du dollar et de l'euro, ça veut dire que le dollar et l'euro ont dû tomber probablement autour de 25% des transactions. Ils représentaient pratiquement 80, même un peu plus de 80% des transactions au début de 2022. Donc. Mais quand on a un tel montant des transactions en roubles, eh bien il faut que les autres opérateurs, par exemple, que la Banque centrale d'Arménie, de Géorgie, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, etc., détiennent des roubles. Comment on détient des roubles? Ce n'est pas en mettant des tas de billets dans des immenses coffres-forts. On détient des roubles en achetant de la dette publique du pays. En achetant des bons du Trésor russe, des GKO, ou des OFZ, enfin, il y a plusieurs types de dettes publiques. Eh bien, donc, c'est pour ça qu'en réalité, le fait de se trouver avec un rapport de dette sur le PIB de l'ordre de 15%, enfin, il est monté à 20%, mais il devrait redescendre d'ici quelques mois vers les 18%, puis peut-être vers les 15%, bon, disons entre 15 et 20%, ce n'est pas sain. Ce n'est tout simplement pas sain. Alors simplement, aujourd'hui, le gouvernement russe reste traumatisé par ce qui s'est passé à la fin des années 90, mais il devrait comprendre que s'il augmentait un petit peu cette part de la dette dans le PIB, puis encore en restant à des niveaux très raisonnables, hein, 40, peut-être 35%, bon, etc., il pourrait développer un système de commerce international beaucoup plus sûr, autrement dit, faire du rouble russe une monnaie de réserve régionale, ce qui est important avec ces, je dirais, avec les pays immédiatement proches de la Russie avec laquelle elle commerce beaucoup.
Et ça serait un point extrêmement important. Donc on voit qu'il n'y a pas que la Banque centrale qui reste ou qui est la prisonnière d'idées qui me semblent des idées à la fois inadéquates et en réalité assez anciennes du point de vue de l'inflation. Il y a aussi le gouvernement, et là encore, le gouvernement a besoin d'une certaine manière de se mettre à jour sur les fonctions de la Banque centrale. Oui, je dirais, un pays a besoin d'une dette publique. Admettons un pays qui aurait zéro dette publique, qui ne ferait pas du tout de dette publique. Quelle serait la garantie des assurances? Quelle serait la garantie des banques? Comment ferait-on fonctionner un système bancaire d'une certaine manière, arrivant à compenser les excès de liquidité des uns et les besoins de liquidité des autres? Il faut un liquide, métaphoriquement, une liquidité. Cette liquidité, ça ne peut être que la dette publique. Donc, une économie qui aujourd'hui fonctionnerait avec zéro dette publique serait une économie malade. Et en Corée du Nord, il y a de la dette publique? Non. Et c'est bien pour ça que leur économie, elle ne fonctionne qu'à travers une planification centralisée extrêmement rigide. Après, c'est un choix. Est-ce que l'on veut avoir une économie qui est une économie de marché, qui fonctionne avec des systèmes monétaires de marché, ou qui sont peut-être pas complètement de marché, mais qui sont en grande partie des systèmes de type offre et demande? Ou est-ce qu'on veut fonctionner avec une économie qui fonctionne uniquement par du commandement et du contrôle? Oui, c'est un vrai choix. Mais si on a fait le choix de la première solution, et pour l'instant, je ne vois personne au sein du gouvernement russe remettre ce choix, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait l'idée, d'une certaine manière, de remettre en cause ce choix, eh bien, il faut être cohérent. Bien sûr, avoir une dette publique du niveau de celle de la France n'est pas sain non plus. Mais je rappelle que la dette publique de la France, elle est de l'ordre de 110% du PIB. Le Japon aussi a une dette publique, alors qu'on peut considérer comme excessive. Ce n'est pas d'ailleurs ce que semblent dire les autorités japonaises. Bon. Ils sont à 200% du PIB. Bon. C'est une chose. Mais avoir une dette trop faible par rapport à son PIB, c'est aussi je dirais, un problème pour le développement de l'économie, un problème pour le développement du système financier, un problème pour le développement du système bancaire et du système assurantiel, et donc, d'une certaine manière, et je le dis en tant que tel, je l'ai d'ailleurs dit une fois au président Poutine, c'était en 2012, la Russie souffre de ne pas avoir assez de dette, parce qu'il lui manque des instruments importants de liquidité. Alors je ne dis pas de monter jusqu'où nous sommes montés en France, ça n'a pas été sain, bien sûr, mais je rappelle que même l'Allemagne est en train de se poser à peu de choses près le même problème, mais il serait bon que la Russie passe à un taux d'endettement public allant de 30 à 40%, avec 35% un petit peu comme moyenne, comme base, ce qui ferait quand même plus du double de celui qui est le sien actuellement. Donc voilà, ça aussi c'est un problème, et tant qu'on aura ce problème, on ne pourra pas avoir une politique monétaire souple, flexible, capable de gérer de manière intelligente la liquidité bancaire et la liquidité du système assurantiel, et donc on risque d'être dans un système où l'on doit donner des grands coups de barre, un coup dans un sens, un coup dans un autre sens, qui évidemment tendent à inquiéter beaucoup la population.
Donc, c'est toute cette notion qui me semble poser un véritable problème aujourd'hui en Russie. Nous avions d'ailleurs beaucoup discuté avec mes collègues russes, mais il y a de cela une vingtaine d'années, de cette question, et l'une des conclusions qu'en avait tiré l'un des meilleurs connaisseurs du système financier russe, l'académicien Viktor Ivanter, c'était de dire qu'effectivement il fallait moderniser le système financier russe pour justement permettre à la Banque centrale d'avoir des instruments plus subtils que, je dirais, d'utiliser le gros bâton des taux directeurs, et surtout de l'utiliser d'une manière tellement inappropriée qu'elle touche moins l'inflation, qu'elle touche en réalité l'activité économique. Jacques Sapir, de nos jours, la Russie, c'est le pays le plus sanctionné au monde, bien devant la Corée du Nord, l'Iran et toute la compagnie. Quelle incidence ont les sanctions de nos jours en 2026 sur la Russie? Comment la Russie les contourne, et notamment dans le domaine de la vente des ressources? Alors, oui, c'est le pays le plus sanctionné, mais c'est un pays sur lequel les sanctions ont probablement le moins d'effet. Il faut le dire. L'Iran, qui est en réalité moins sanctionné que la Russie, parce que c'est une économie plus petite, parce que c'est une économie bien moins diversifiée que la Russie, souffre nettement plus des sanctions que ne souffre la Russie. Comment la Russie contourne-t-elle les sanctions? Plein de manières. D'abord, il y a tout ce que l'on appelle la flotte dite fantôme. J'aime pas du tout ce terme de fantôme parce que ça fait croire qu'il s'agit de bateaux enveloppés de mystères. Non, c'est tout simplement des bateaux qui sont sous pavillon de complaisance, ce qui est le cas de tous les bateaux de manière générale. Par exemple, on a même inventé en France le pavillon des Kerguelen. Oui, c'était pour permettre à une grande compagnie de navigation française de faire naviguer ces bateaux sous pavillon de complaisance. Qu'est-ce que ça veut dire, naviguer sous pavillon de complaisance? Que votre navire n'est pas tenu par les lois sociales de votre pays. Donc ça vous permet d'embaucher à moindre prix des marins philippins ou malais ou indiens ou sri-lankais, etc. Un capitaine qui vient lui-même d'un autre pays. Bon, c'est essentiellement pour tourner la législation sociale qu'on a inventé les pavillons de complaisance, bien, et qui ne sont pas, je dirais, assurés par des assurances occidentales. Bah oui, il faut quand même se souvenir qu'aujourd'hui, les principales compagnies d'assurance, elles sont chinoises, elles sont indiennes. Il est fini le temps où la Lloyd's de Londres faisait la pluie et le beau temps sur les assurances maritimes. Bien. C'est ça, une flotte fantôme. C'est une flotte qui a un pavillon de complaisance et n'est pas assurée chez un assureur occidental, en réalité la Lloyd's, mais une assurance qui peut être chinoise, indienne, etc. Donc ça, c'est important pour les ressources d'exportation. Bon. Et c'est essentiellement comme cela que la Russie les tourne. Ajoutons le fait qu'elle se fait payer soit en yuan, soit en rouble, etc. Et ça explique évidemment la montée très importante de la part du yuan et du rouble dans les transactions à la bourse de Moscou. Bon. Pour le reste, eh bien, soit on passe par des pays intermédiaires, soit en réalité il y a toute une série de pays qui n'appliquent pas tout simplement les sanctions. Prenons par exemple le cas des automobiles. Hein, oui, les voitures occidentales sont, comme on dit, sous sanction, donc on n'a pas le droit, enfin, disons, BMW, Volkswagen ou Audi n'ont pas le droit de vendre leurs voitures directement à la Russie. Bien. Il y a quelques mois de cela, me promenant dans Moscou, je vois un grand concessionnaire Audi, Porsche Audi. Je rentre, non, je ne veux pas acheter une voiture, mais ce qui m'intéresserait, c'est comment vous avez vos voitures. Oh, c'est très facile, monsieur, elles passent par la Turquie.
il y a une société turque qui les achète, qui les revend à une autre société turque, qui elle les vend à la Russie. Alors oui, effectivement, ça rajoute du prix. On multiplie les intermédiaires, chaque intermédiaire prend sa commission, ça rajoute environ 20% du prix. Mais vous savez, de toutes les manières, les gens qui ont de l'argent pour s'acheter une Audi 8 ou une Porsche Cayenne, ils ne regardent pas à 20% du prix. Ce qui est exact. C'est tout simplement comme ça qu'on a tourné une grande partie des sanctions. Et puis, pour certains produits de consommation courante, on a remplacé les produits occidentaux par des produits chinois. Alors c'est assez drôle parce qu'il faut savoir que la fabrication des produits occidentaux, très souvent, se fait en Chine. Et que donc, en réalité, certains de ces produits sont ce qu'on appelle des produits rebadgés. Là encore, c'est un terme de très mauvais franglais, ce qui veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, un produit sur lequel une entreprise européenne, une entreprise française, va mettre son tampon, parce que c'est elle qui a demandé à l'entreprise chinoise de le fabriquer pour elle, mais l'entreprise chinoise, elle peut fabriquer le même produit pour elle, cette fois-ci, et le vendre à la Russie. Et c'est exactement du pareil au même pour le consommateur russe. Et le consommateur russe, est-ce qu'il s'est appauvri depuis 2022 ? Il s'est plutôt enrichi. Alors, bien sûr, il y a des différences importantes. Il y en a dans tous les pays. Néanmoins, on voit que le salaire réel moyen, alors quand on dit salaire réel, on décompte l'inflation, a augmenté de presque 10% en 2023, de plus de 8,5% en 2024, de 5% en 2025. Il avait baissé d'environ 6% en 2022. Donc globalement, il a beaucoup augmenté ces dernières années. Après, c'est vrai qu'il y a des différences importantes. Par exemple, les hausses de salaire réels ont été moins importantes dans les services que dans l'industrie. Moins importantes dans, je dirais, l'industrie des produits de base que dans l'industrie mécanique ou dans l'industrie métallurgique avancée ou dans l'électronique, etc. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde les évolutions du salaire réel suivant les grandes régions de Russie. Vous avez des grandes régions, comme par exemple la région Volga-Vyatka. C'est une région d'industrie, de mécanique, de précision. Alors, certaines sont militaires, mais une grande partie de ces industries sont en réalité civiles. Et là, la hausse du salaire moyen, elle était plutôt de 15%. Donc, oui, il y a eu des différences importantes, mais globalement, le salaire a monté. Et aujourd'hui, les gens qui, d'une certaine manière, sont un petit peu à la traîne de ce mouvement de hausse des salaires, deux types d'activités. Un, des activités qui sont liées à l'État, parce que l'État a moins augmenté ses salaires, et donc les salaires réels, que ne l'ont augmenté les secteurs privés, qui étaient face à une demande en travail extrêmement importante. Et deuxièmement, certains services de distribution, le petit commerce, par exemple. Si vous allez parler dans un grand magasin, une chaîne de grands magasins, à la jeune vendeuse, si vous lui demandez comment son salaire a augmenté, elle vous donnera des chiffres qui montreront que oui, le salaire a récupéré l'inflation, il se situe même un petit peu au-delà de l'inflation, mais c'est quand même pas l'équivalent du salaire d'un ouvrier ou d'un technicien supérieur dans la mécanique, qui lui a pu augmenter, je parle bien toujours du salaire réel, c'est-à-dire en incluant le taux d'inflation dedans, il a pu augmenter de 15%.
Donc oui, il y a eu, de ce point de vue-là, une hausse générale. Cette hausse générale s'est accompagnée de différences entre les industries, entre les branches de l'industrie et aussi entre les régions. Nous avons des régions où les salaires ont augmenté beaucoup plus vite que dans d'autres. J'ai parlé de la région Volga-Viatka. Il y a aussi, bien sûr, la région centre, qui comprend Moscou et les villes qui sont autour de Moscou, bon, qui sont les deux régions où les salaires ont beaucoup augmenté. Ce qui fait que, globalement, la situation des salariés, s'ils ne travaillent pas pour l'État, s'ils ne sont pas assimilés à fonctionnaires, comme par exemple les médecins, en partie, les enseignants aussi. Alors, les enseignants du supérieur sont assimilés à des fonctionnaires de l'État fédéral. Les enseignants du secondaire sont assimilés à des fonctionnaires, à des salariés des États fédérés. Des oblasts, des kraïs oblasts, les républiques autonomes, etc. Bon, donc il y a ce type de différence, mais globalement, le revenu des Russes a beaucoup augmenté en termes réels. Et concernant la répartition du budget en 2026? Alors, c'est une répartition qui est celle que l'on est en droit d'attendre d'un pays qui est dans la situation politique de la Russie. Je m'explique. On y retrouve la même chose que ce que l'on voyait en 61, par exemple, sur le budget de la France. C'était la guerre d'Algérie à l'époque. Et donc, on voit effectivement une part du budget de la défense qui est élevée, qui n'est pas très élevée. Elle était même, curieusement, plus élevée dans la France de 1961 que dans la Russie actuelle. Dans la France de 1961, la part du budget militaire, ça représentait à peu de choses près 9,5% du PIB. Aujourd'hui, en mettant toute une série de choses qui dépendent de l'armée en France, qui ne dépendent pas de l'armée en Russie, on arrive à peu près à 7%. Bon. Mais il faut rappeler qu'il n'y avait pas simplement que la guerre d'Algérie qui coûtait cher à la France, il y avait aussi le fait que la France était en train de moderniser profondément son appareil militaire. C'est le moment où la France commence à développer la dissuasion nucléaire, les premières expériences des bombes opérationnelles, pas des bombes, je dirais, d'expérimentation, mais des bombes opérationnelles françaises, datent justement de cette période-là. On a le début de la construction de missiles importants. D'ailleurs, 62, je crois, c'est le premier tir de missile depuis le Sahara, depuis la base d'Amaguir, et le premier satellite, ce qu'on appelle le satellite A1, qui est encore Astérix. Bon, donc on est sur une période où le système militaire se modernise extrêmement rapidement, donc ce qui fait qu'on dépense en réalité en proportion plus par rapport au PIB que ne dépense la Russie. Donc, mais c'est clair, il y a une montée forte des dépenses militaires. Après, on voit que le poids du budget social est à peu près le même. Donc il reste assez élevé. Et les deux budgets qui sont en train de baisser, c'est le budget de l'enseignement, ce qui n'est pas une bonne chose. Je le dis tout net, ça pose un problème. Et d'ailleurs, si vous ne payez pas assez vos professeurs, vous n'arrivez pas à en recruter. Et ça, j'en suis le témoin, puisque j'enseigne en Russie, j'enseigne dans un département d'économie qui est censé former les nouveaux professeurs d'économie de l'université russe. Et aujourd'hui, toute une partie de nos étudiants sont appelés dans l'industrie. Bon, on leur offre des salaires qui sont très supérieurs aux salaires universitaires qu'il y a aujourd'hui. Donc oui, il y a un vrai problème là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce sont les subventions de l'État à l'économie.
qui sont en train de tomber aujourd'hui autour de 15% des investissements, grosso modo entre 15 et 16%, ce qui est faible si on considère que la Russie a besoin de moderniser son industrie manufacturière, et surtout c'est faible quand on considère le niveau auquel sont les taux d'intérêt. Si on était avec des taux d'intérêt raisonnables, bon, on a une inflation autour de 6%, allez, disons des taux d'intérêt qui soient autour de 8,5-9%. Bon, ça ne serait pas un gros problème. Mais quand on est confronté à des taux d'intérêt de 15%, donc 9 points au-dessus du taux d'inflation, il faut toujours rappeler ça, très souvent, il y a des activités qui ne peuvent se développer que grâce à l'argent de l'État. Donc, on ne peut pas à la fois avoir cette situation et avoir un budget de subvention pour l'économie aussi faible. Donc, ce que ne comprend pas non plus le gouvernement, c'est que, ou plutôt l'ensemble gouvernement et banque centrale, quand on a des taux d'intérêt aussi élevés, on est obligé de compenser par des dépenses importantes de subventions pour l'économie. Ce qui permet effectivement à ce moment-là à toute une série d'entreprises de se protéger par rapport à ces taux d'intérêt. Bon. Si on baissait les taux d'intérêt, on pourrait baisser les subventions à l'économie. Mais pour faire cela, il faut avoir une vision globale du système. Quelque chose que là aussi, pour l'instant, le gouvernement russe ne semble pas capable de l'avoir. C'est extrêmement dommage, parce qu'il y a des gens qui sont de très bons économistes, que ce soit dans le gouvernement directement ou que ce soit dans des organismes qui travaillent avec le gouvernement. Mais là encore, on se heurte à ce genre de situation où il y a un véritable paradoxe. Bon, peut-être faut-il augmenter à ce point les taux d'intérêt, je ne le pense pas, mais admettons. Admettons que oui, pour une raison X ou Y, il faille absolument avoir un taux d'intérêt réel de 9% au-dessus du taux d'inflation, bien, mais à ce moment-là, il faut compenser par des dépenses en subvention par rapport à l'économie et à l'industrie. Ce qui n'est pas possible de faire, sauf à provoquer une contraction importante de l'économie, c'est à la fois d'avoir des taux d'intérêt élevés et un niveau de subvention relativement faible. Et je pense, moi, si vous voulez, en économiste, qu'il vaut mieux avoir des taux d'intérêt bas et avoir effectivement des niveaux de subvention qui restent relativement faibles. Donc voilà, c'est ça, grosso modo, les grands blocs du budget. Et si en plus le gouvernement avait admis qu'il devait augmenter sa dette publique, ne serait-ce que pour donner plus de liquidité au système financier interne, ce qui n'était peut-être pas le cas avant 2022, au moment où l'essentiel des finances et des mouvements financiers, des transactions financières se faisaient en dollars ou en euros. Bon, depuis les sanctions, c'est impossible. Donc il faut avoir des transactions en roubles. Mais si on a des transactions en roubles, il faut que l'on ait plus de liquidités en roubles. Alors ça, c'est mathématique, si vous voulez. Il y a un lien tout à fait entre le niveau de transaction, le nombre de transactions, et le besoin en roubles. Non seulement le besoin en interne, mais le besoin en externe aussi. Si vous voulez, et si vous êtes obligé de libeller une partie de votre commerce avec vos pays voisins en roubles, il faut que ces pays, que les banques centrales de ces pays détiennent suffisamment de roubles pour pouvoir changer de la monnaie nationale en roubles pour pouvoir vous acheter des biens.
Bon, que ce soit des biens, du pétrole, du gaz, ou des produits chimiques. Bon. Et donc, il faudra avoir plus de dettes. Et ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux que les autorités russes comprennent maintenant très vite. Ils ne sont plus, ils l'ont choisi d'une certaine manière, et ils ont eu raison de le choisir. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais je dis simplement, une fois que l'on a fait ce choix, il faut aller jusqu'au bout. Et se dire, non, effectivement, on ne peut plus fonctionner avec une dette réduite à un niveau extrêmement faible. Il faut qu'on ait plus de dettes de manière à donner plus de liquidités au système financier. L'opération militaire spéciale coûte très cher à la Russie, notamment par exemple les dépenses du militaire, du budget, ok, mais même le social. Le social, une très grande partie, ça part aussi aux besoins de l'opération militaire spéciale. À votre avis, encore pendant combien de temps la Russie peut-elle financer la guerre sans que ça devienne insoutenable pour la population? Je pense pendant très longtemps. Le problème n'est pas là. Quelles sont les dépenses? Alors bien sûr, il y a des dépenses de matériel, mais ce n'est pas les seules dépenses, parce que il y a aussi un besoin en modernisation de l'armée. Donc de toutes les manières, on serait aujourd'hui en phase ascendante des dépenses militaires. Bien. Et comme je l'ai dit, les dépenses militaires sont certes élevées, mais elles ne sont pas absurdes, elles ne sont pas à un niveau capable de casser l'économie, elles sont grosso modo au niveau auquel elles étaient dans la France du début des années 60, voire même du milieu des années 60, même une fois la guerre d'Algérie terminée, et au niveau où elles étaient aux États-Unis, mais à cette époque-là, on était au début de la guerre du Vietnam, et évidemment, ça coûtait cher au budget américain. Bon. Sur les dépenses sociales, je ne crois pas que le poids des dépenses sociales induites par l'opération militaire spéciale soit si importante que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a en réalité assez peu de monde. L'armée soviétique, enfin les forces armées soviétiques, pas l'armée en tant que telle, mais les forces armées, sont formatées sur 1 600 000 personnes. C'est dans tous les documents officiels. Bon. Combien y en a-t-il qui se battent en Ukraine? Alors, au doigt mouillé, si vous voulez, mais on peut le faire parce que il faut. La Russie est un pays immense avec des frontières très grandes. Il faut maintenir aussi toute une série de troupes sur le territoire. On peut penser que les troupes qui sont engagées en Ukraine ne dépassent pas les 600 000 personnes. Bien. Alors vous allez dire, il y a aussi les morts et les blessés dont les familles ont été compensées. C'est exact. Combien sont-ils? On ne sait pas. On peut penser et il y a différentes organisations, y compris des organisations qui sont très contre le gouvernement, hein, qui sont très critiques par rapport au gouvernement, comme Mediazona, qui est lié à cette ONG qui s'appelle Medusa, qui opère, je crois, depuis les pays baltes. Eux-mêmes estiment qu'il y a eu au plus 250 000 morts. Si on utilise la règle qui consiste à penser qu'il y a un blessé grave qui doit être indemnisé par mort, ça nous fait 500 000. Bon, donc on a 600 000 personnes sur le terrain et on a 500 000 morts. 500 000 personnes, enfin, que l'on doit indemniser, qu'elles soient mortes ou qu'elles soient blessées grièvement. C'est important, mais c'est pas énorme. C'est pas du tout énorme. Donc, ça veut dire que ça doit représenter certainement entre 15 et 20% des dépenses sociales, mais pas plus. Donc, oui, ça se voit dans les dépenses sociales, hein, même si ça n'était que 10 ou 15%, ça se verrait, bien sûr, mais ce n'est pas au point de dire que les dépenses sociales ont été entièrement accaparées par les effets induits des combats.
Ça, c'est faux, et c'est vraiment une vision idéologique qui ne regarde pas, d'une certaine manière, ce que ça représente en termes d'hommes. Après, il y a des gens qui disent qu'il y a eu 1 million de morts. Mais excusez-moi, si c'était vrai, 1 million de morts en 3 ans, puisque c'est des affirmations qui ont été faites en réalité au début de l'année dernière, ça devrait se voir sur la population active. Or, la population active a continué à monter depuis 2022. Donc, de deux choses l'une, ou la démographie de la Russie est une démographie explosive, qu'on ne verrait pas dans les statistiques, c'est-à-dire qu'on aurait un taux de fertilité de 2,2, 2,3. C'est 1,4, il me semble, en ce moment. Oui, tout à fait. Ou alors, les statistiques démographiques sont justes, et il ne peut pas y avoir autant de morts, parce qu'à ce moment-là, ce que l'on verrait, c'est on verrait la population active. Je le rappelle, une population active, ce sont les chômeurs plus les gens qui travaillent. Bon, le nombre de chômeurs diminue, mais le nombre de gens qui travaillent augmente beaucoup. On verrait cette population active baisser. Bon, ce n'est pas le cas. Ce que l'on voit depuis à peu près 10 mois, c'est une population active qui commence à stagner. Bien. Mais on l'a quand même vu monter de manière importante depuis 2022. Elle a pris à peu près, de manière nette, 1,7 million personnes. Donc, attention, quand on avance des chiffres, il faut aussi que ces chiffres soient cohérents avec les autres chiffres que l'on connaît. Si la partie, je dirais, molle de ces statistiques, celle sur laquelle on peut faire des hypothèses différentes, mais on ne sait pas réellement combien c'est, devient non cohérente avec la partie dure des statistiques, celle que l'on connaît en particulier, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je rappelle cela parce que ce sont des évidences que connaissent très bien des démographes, des statisticiens, mais que très souvent les journalistes ignorent ou feignent d'ignorer. Donc, je reviens, le seul chiffre qui soit cohérent avec ça, c'est qu'on ait grosso modo 500 000 pertes, 250 000 morts, 250 000 blessés graves, oui, ça c'est cohérent avec les données démographiques, et puis que l'on ait grosso modo 600 000 personnes qui se battent en Ukraine. Ces chiffres impliquent bien sûr des dépenses importantes, hein, mais ce ne sont pas des dépenses qui sont capables de désarticuler un budget social. On reste très en deçà. Pour désarticuler un budget social, la Russie devrait être confrontée à des conséquences de guerre qui sont équivalentes aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire avoir plus de 2,5 millions de soldats sous les armes, et avoir là, pour le coup, effectivement, 1 million de pertes, donc 500 000 tués, 500 000... Là, effectivement, là, ça serait de nature à désarticuler les dépenses de protection sociale. Bon, on n'en est pas là, et très clairement, on a toutes les manières de le contrôler pour voir qu'on n'en est pas là. Donc, ça veut dire que oui, ça pèse sur les dépenses sociales, c'est évident, mais ça ne pèse pas de telle manière que ça puisse désarticuler. Et ce qui me semble par contre important, c'est le fait que une partie des dépenses sociales reste aujourd'hui trop faible. Alors, je ne dis pas qu'elle ne monte pas. Quand on regarde, là encore, le niveau réel des pensions, on voit qu'il a monté et que globalement, en termes réels, les pensions ont dû augmenter de 5 à 7% depuis 2022.
Pardon, j'exagère. Les pensions alimentaires ou les retraites? Non, ce qu'on appelle les pensions au sens russe, c'est-à-dire les retraites. Les retraites, d'accord. Les retraites. Hein, alors, ce n'est pas assez si on compare avec le salaire moyen. Et donc, l'écart entre le salaire moyen et les pensions a monté. Oui. Mais ceux qui disent « Ah, c'est une catastrophe », non. Ce qui serait une catastrophe, c'est si le niveau des pensions avait baissé. Bon, là, on peut considérer qu'il n'a pas assez monté. C'est mon avis, d'ailleurs. Je pense effectivement que la Russie, mais ça fait 30 ans que cela dure, ne se comporte pas bien envers ses retraités. Bon. Mais dire qu'elle se comporterait plus mal aujourd'hui qu'avant la guerre est faux. Au contraire, on a continué à voir le niveau réel des pensions de retraite et d'invalidité, pour reprendre le terme français, monter depuis février 2022. Donc là encore, il faut faire attention. On peut, si vous voulez, je le redis, on peut considérer qu'il n'a pas assez monté. Après, c'est un choix politique, c'est un choix social, bien. Mais dire que les pensions ont baissé est tout simplement faux. Et concernant le manque de la main-d'œuvre, comment la Russie le compense avec la migration? Parce que, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'Indiens qui viennent dans les petites villes, pas forcément à Moscou, mais dans les usines. Ma sœur, elle habite à Yaroslav, elle me dit qu'il y a énormément d'Indiens qui sont venus travailler. Oui, car l'Inde fait partie des 3 pays dans lesquels les entreprises russes ont reçu l'autorisation d'ouvrir des bureaux d'embauche. Alors c'est intéressant d'ailleurs. La Russie, qui était assez frileuse par rapport à l'immigration jusqu'à maintenant, a décidé de s'ouvrir à l'immigration. C'est sur 3 pays. On a des bureaux d'embauche en Chine, et il semble que cela concerne en priorité des techniciens, voire des ingénieurs. Il y a des bureaux d'embauche qui viennent d'être ouverts. Alors, c'est dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement, hein, au Vietnam. Comme ça a été ouvert depuis le début de l'année, je pense qu'il est trop tôt encore pour dire s'il y a un flux important, mais le pays est bien ciblé parce que le Vietnam a un problème de chômage des jeunes. Et donc, effectivement, il y a peut-être toute une série de jeunes travailleurs vietnamiens qui préféreraient, plutôt que d'être au chômage au Vietnam, de partir en Russie. Le russe est d'ailleurs une langue qui est assez largement enseignée au Vietnam. Et puis, il y a l'Inde, où, effectivement, depuis à peu près 1 an, on a des bureaux d'embauche et où les entreprises russes font venir visiblement des travailleurs. On n'a pas encore... Alors, on a des indications sectorielles, effectivement, dans telle ville, on a vu arriver, bon, etc. Mais on ne sait pas encore quels sont le type de travailleurs qui sont ciblés. Est-ce que là, il s'agit essentiellement du travailleur lambda, ou est-ce que l'on vise aussi des ingénieurs? Je rappelle que les universités indiennes sont des universités de bonne qualité, qui fournissent tous les ans un nombre important d'ingénieurs, un nombre même trop important par rapport aux capacités d'emploi de l'industrie indienne. Donc voilà, il va falloir voir, mais c'est effectivement de ces 3 pays que viendront, je dirais, les travailleurs immigrés en Russie dans les années qui viennent. D'accord, c'est-à-dire ils vont remplacer les travailleurs immigrés de l'Asie centrale, de l'Asie centrale par ces 3 pays. Tout à fait, tout à fait. J'ai le souvenir quand moi j'ai déménagé en France en 2020 pendant le Covid, et quand j'étais étudiante, ensuite pendant mes premières années de la vie active en Russie, c'était un pays très ouvert. C'était un pays notamment ouvert vers l'Occident qui voulait être proche. Il y avait plein de programmes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon diplôme russe qui est reconnu en France.
Là, les diplômes actuels en Russie, ils sont plus reconnus par l'Union européenne, ils sont plus reconnus en Europe. Et par exemple, l'enseignement de langues étrangères a beaucoup diminué au profit de l'enseignement des domaines patriotiques, par exemple dans l'enseignement primaire et secondaire aussi. Quel en est votre avis? Parce que vous aussi, vous connaissez, vous avez connu l'Union soviétique, vous connaissez la Russie. Moi, j'ai l'impression que ça se ferme de plus en plus. Je ne dirais pas que ça se ferme, mais je dis que ça change d'orientation, très clairement. Alors, oui, au niveau universitaire, par exemple, les étudiants que j'ai, mais ce sont des étudiants qui sont en deuxième année de magistratura, de master, en deuxième année de master. Bon. J'ai toujours le même nombre d'étudiants qui parlent bien les langues étrangères, qu'il s'agisse de l'anglais, un petit peu de l'allemand, un tout petit peu du français, mais hélas, ça y en a de moins en moins. L'anglais, évidemment, est la plus importante. Bon. Donc là, il n'y a pas de, pour l'instant, je dirais, de détérioration. Effectivement, si le système d'apprentissage des langues, qui était un bon système, et qui commençait à apprendre les langues très tôt, très jeune, commence à abandonner certaines langues, mais peut-être pour en développer d'autres. Hein. Le chinois, l'indien. Tout à fait, c'est ça le problème. Oui, on verra bientôt on verra dans 10 ans, dans 15 ans les conséquences. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui est frappant, et ça c'est vrai, parce que nous avons fait des études, enfin, il y a une étude qui a été faite à l'université de Nijni Novgorod et à l'université de Kazan, qui nous a donné l'idée de faire la même étude sur la MGU, sur l'université de Moscou, qui consistait à demander aux étudiants quel était le pays dans lequel ils souhaiteraient avoir un stage. La Chine est très largement majoritaire. La Chine représente plus de 50% des réponses. À MGU. À MGU, à Kazan, à Nijni. Sur 3 universités. Deuxième pays, et c'est aussi important, à égalité pratiquement, l'Inde et le Bélarus. Et pourquoi le Bélarus? Parce que les jeunes sont intéressés par les capacités des entreprises, essentiellement du Bélarus, qu'ils considèrent comme étant des entreprises dynamiques, etc. Et on le voit effectivement, on voit la part du commerce du Bélarus avec la Russie augmenter de manière sensible depuis 4 ans. Bon. Mais c'est surtout par rapport à la Chine. Ça, c'est vraiment extrêmement spectaculaire. Et ça se combine d'ailleurs avec l'arrivée en Russie d'étudiants chinois. En partie d'ailleurs parce qu'ils ont vu se fermer les portes des universités américaines. Alors, ça a été une décision qui a été prise avant l'arrivée de Trump. C'est une décision qui a été prise par Joe Biden, en réalité. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Trump. Et on voit aujourd'hui que dans les grandes universités, on a de 25 à 35% d'étudiants chinois. Alors, c'est vrai au niveau des classes inférieures, au niveau du baccalauréat. C'est vrai, mais nettement moins pour les classes supérieures, c'est-à-dire le master. Mais ça va monter. Globalement, le phénomène, il est sensible. C'était en 2024 que le directeur de l'école d'économie de Moscou, Alexandre Nekipelov, m'en avait parlé pour la première fois. Il m'avait dit, oui, on est face à une montée assez importante, même très importante, des étudiants chinois. J'ai pu le constater de mes yeux cette année. Bon, on voit vraiment que c'est en train de monter.
si on voit les deux, alors après, ce qui est intéressant, c'est on a posé des questions. Alors, ça n'a pas été fait sur Kazan et sur Nijni, mais on a posé des questions au niveau de l'université de Moscou. Qu'est-ce qui vous attire dans la Chine? Point numéro 1, la modernité. La Chine est devenue l'image de la modernité actuellement. Ça, c'était quelque chose de très spectaculaire. 2, les opportunités. Bien. 3, la culture et les paysages, bon, etc. Bien. Les 2 premiers thèmes sont quand même très spectaculaires. Parce que avant, il y a 10 ans, on aurait répondu les États-Unis, voire les pays occidentaux. Et d'ailleurs, on pouvait s'appuyer sur toute une série, vous l'avez très bien dit, de liens, d'institutions faisant le lien entre l'université russe et l'université française, allemande. Les Allemands ont beaucoup reçu d'étudiants russes, les universités américaines. Bon, j'ai enseigné à Stanford pendant 2-3 ans. Bon, je donnais un séminaire, et sur mon séminaire, je n'avais que à peu près un tiers d'étudiants américains de souche, comme on dit en France. Bon, on est de jeunes qui étaient nés aux États-Unis. Le reste, c'était des Chinois. Alors, Chine populaire et Taïwan, bon. Corée du Sud, Inde et Russie. 2 tiers. Ce qui fait les 2 tiers des étudiants. Et on voit bien aujourd'hui que, d'une part, les étudiants asiatiques ne cherchent plus à aller aux États-Unis, ou ne peuvent plus aller. Peut-être qu'ils chercheraient à aller, mais comme on leur interdit l'entrée des universités, et que il y a, de ce point de vue-là, une espèce de recentrage sur le bloc Russie-Asie. Russie-Chine, bien sûr, mais aussi Russie-Inde, et qui ne va pas être à négliger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment qu'il y a un espèce de désamour dans la jeunesse russe, et en particulier la jeunesse éduquée, la jeunesse qui fait des études à l'université, pas toute la jeunesse non plus, hein, c'est une catégorie assez particulière, un désamour par rapport à l'Occident, et une forme de redécouverte des pays asiatiques, qui sont pour eux, qui deviennent, c'est là où les choses... Grosso modo, quand j'ai pu en parler avec des étudiants, quand j'ai demandé, l'image qui ressort, c'est là où les choses vont se passer dans les 20 ou les 30 prochaines années. C'est plus en Europe. C'est même plus aux États-Unis. C'est là-bas que les choses vont se passer. Ce qui me semble très probable par ailleurs. Donc on a ça. Après, il y a une chose qui m'a beaucoup à la fois touché et étonné, chez des gens qui ont 50 ou 60 ans. Des gens qui étaient, grosso modo, qui avaient 10 ans de moins que moi quand commence la perestroïka d'abord, puis la transition, etc. Des gens que je connais bien, pour certains. J'étais invité à une réunion en Russie fin novembre. Bon, voilà. 2 de mes interlocuteurs m'ont cité le poème de Bloch et Bieli, Les Scythes. Moi, je le connais, ma grand-mère me l'a fait traduire, et j'ai pas rigolé parce que c'est pas un russe facile, on est dans un russe symboliste, hein, c'est un poème qui est pas mal. Mais c'est quand même très frappant. Qu'on ressorte cela comme référence culturelle, le poème date de 1918, si mes souvenirs sont bons. Qu'on le ressorte comme référence culturelle aujourd'hui, ça dit quelque chose quand même. C'est bien là, pour le coup, chez des gens qui sont plus âgés. Bon, l'une des personnes qui me l'a cité, Fyodor Loukyanov. Bon.
Loukyanov ne fait jamais de citation au hasard. Qui m'est sorti un long couplet des sites, ouais, ça a un sens. Je regarde aussi d'autres auteurs, Sergei Karaganov, personnalité que je connais depuis très longtemps. J'ai même connu du temps soviétique quand il écrivait certains des discours de Mikhail Gorbatchev. Ces deux derniers discours, l'adieu à l'Europe et nous devons sibérianiser l'économie russe, disent aussi quelque chose qu'il nous faut écouter. Donc, je ne crois pas que la Russie se ferme au sens où on pouvait parler de fermeture dans la période stalinienne, dans la période soviétique et stalinienne. C'est-à-dire, là, c'était une fermeture, voilà, on ferme tous les volets et on reste bien au chaud entre nous. Bon. C'est plutôt, on reste ouvert, mais pas avec les mêmes. Et on bascule d'une fascination qui était très importante dans les années 90 ou le début des années 2000 pour les pays occidentaux ou les pays européens, vers une fascination pour l'Asie. Alors, on peut dire, c'est un des cycles habituels de la culture russe. Oui, mais je ne pense pas qu'il ait jamais été aussi fort qu'il n'ait jamais atteint le niveau qu'il atteint actuellement. Donc je pense que ça, c'est peut-être un des cycles, mais ça va quand même au-delà. Surtout qu'il se combine avec, je dirais, un développement des relations économiques avec l'Asie qui devient maintenant extrêmement important. Bon. L'Asie va complètement remplacer l'Europe pour les livraisons de pétrole et d'Asie et de gaz. Hein. Les pays européens ont beau dire oui, on ne voudra plus vous en acheter en 2027, peut-être en 2028. Les Russes vont dire d'ici quelques semaines, de toutes les manières, on n'en a plus à vous vendre. C'est possible qu'il a dit récemment, il a dit il y a quelques semaines, arrêtez d'acheter maintenant, pourquoi vous voulez arrêter d'acheter en 2027? C'est quand le conflit au Moyen-Orient a commencé. Tout à fait, mais c'est une réalité, parce que les exportations montent à une telle vitesse par rapport à l'Asie, les capacités d'exportation de la Russie ne sont pas inépuisables. Et à un moment donné, ce qui ira vers la Chine, vers l'Inde, vers la Corée, vers la Thaïlande, etc., ne pourra pas aller vers l'Europe, si vous voulez. Que là, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas en face d'une forme de tournant dans la politique étrangère, et je dirais dans la société russe, une société qui basculerait vers une forme de fascination pour l'Asie, mais aussi une fascination réciproque de l'Asie pour elle. Et ça me fait penser à une chose. Alors, bon, je connais malgré tout, peut-être pas assez bien la société russe dans sa profondeur, mais quand même, je me dis, est-ce que ne vont pas se développer des liens, y compris des liens personnels, entre Russes et Chinois. Parce que quand vous faites arriver l'équivalent de 35% des universités à terme dans un pays, alors pour la Chine c'est rien, compte tenu bon, la Chine c'est 10 fois la population de la Russie. Bon. Ça fait peur. Non. Mais bon, après, les Chinois ne sont pas des grands amateurs de froid. Hein. Je vous le dis tout de suite. Eux, ce qu'ils regardent, c'est beaucoup plus le Sud et la mer de Chine du Sud, en réalité. Bon, mais avec cette montée de population, qui sera à la fois une population étudiante, probablement une population d'ingénieurs ou de techniciens, etc., il y aura certainement des intermariages. Il ne peut pas en être autrement, d'une certaine manière. Beaucoup de gens disent oui, mais les valeurs traditionnelles. Je suis désolé, les étudiants sont les étudiants partout. Je n'ai pas vu les étudiants tellement prudes en Russie. Bon. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
est-ce que, à terme, la société russe ne va pas, comme la société chinoise, ne vont-elles pas devenir symbiotiques? Et ça, pour le coup, ça serait un changement tout à fait énorme. Ça serait quelque chose de tout à fait fondamental. Je ne suis pas sûr que le gouvernement russe le souhaite, quoi qu'il dise. Quoi qu'il dise sur la nécessité du tournant vers l'Asie, le gouvernement russe a plutôt comme perception de ce tournant vers l'Asie une perception utilitaire, de dire voilà, l'Asie peut être un marché, mais un marché pour nos matières premières, un marché pour nos produits semi-finis, en particulier les engrais, tout ce qu'on fabrique avec la chimie, bon, etc. Bien. Mais est-ce qu'ils n'ont pas engagé, même, je dirais, sans le vouloir, un tournant d'autant plus important que, en réalité, aujourd'hui, on voit bien que la Chine et globalement l'Asie sont en train de devenir le pôle de référence au niveau mondial. Et donc là se pose une vraie question, c'est à quoi ressemblera le couple Russie-Chine d'ici 20 ans, d'ici 30 ans? Alors, peut-être que ça peut s'arrêter. Je me rappelle, moi, en tant qu'étudiant, quand je suis rentré à l'université au début des années 70, on avait beaucoup de camarades qui venaient d'Allemagne. Parce qu'à l'époque, pour un intellectuel allemand, se dire français ou, je dirais, reconnaître la culture française, c'était une manière de ne pas assumer la culpabilité du passé allemand. Vous savez, il y a une génération d'Allemands qui malheureusement a donné la bande à Bader et tout le mouvement terroriste allemand qui existait dans les années 80. Une génération allemande a vécu dans cette question qu'ont fait nos parents dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une question qui est ravageuse pour des jeunes. Si vous voulez, pour des gens qui sortent de l'adolescence, grandir en se posant cette question, c'est quelque chose de complètement déstructurant. Bon. Certains, justement, ont choisi de venir en France. Il y a d'ailleurs beaucoup d'intellectuels allemands qui sont devenus des intellectuels français. Un très connu, c'est André Gorz, qui est mort il y a plus d'une dizaine d'années, mais qui était très connu parce que lui, il avait fait complètement le choix il avait été un jeune intellectuel allemand, il était venu en France, était devenu un intellectuel français, il s'était complètement francisé. L'économiste qui a été mon traducteur en langue allemande a tout fait pour ne pas passer sa vie en Allemagne. Il a vécu 30 ans hors d'Allemagne, dans différents pays en voie de développement, et en faisant des pieds et des mains pour ne pas rentrer en Allemagne. Et quand il est rentré en Allemagne, bon, c'est dans les années 90-2000, bon, il était plus vieux que moi, je sentais bien qu'il était malheureux dans son propre pays. Mais ce phénomène n'a touché qu'une petite fraction de la société allemande, et il n'est pas allé au-delà d'une génération. Et après, je dirais d'une certaine manière, chacun est rentré chez soi. Là, on est sur des masses humaines, des masses démographiques qui sont nettement plus importantes. Alors, est-ce que ça ne va durer que le temps d'une génération? Est-ce que ça peut durer plus? C'est ça la vraie question, mais je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser. Et j'ai encore une dernière question à vous poser. Jacques Sapir, la Russie, jusqu'à présent, était un pays très connecté. Par exemple, environ 80% de transactions se faisaient en ligne.
Et il y avait les paiements, même on pouvait payer en souriant. Je ne sais pas si vous Oui, avez oui, vu oui, ça je sais, aussi. j'ai vu. On sourit à un terminal de paiement et il y a Ouais, le paiement ouais, qui ouais. est effectué. Là, avec les coupures d'Internet, avec le blocage des réseaux sociaux, ça parce que ça a des incidences économiques très fortes. Notamment les Russes développaient beaucoup leur business via les réseaux sociaux qui sont maintenant interdits, bloqués, etc., etc. Selon vous, pourquoi la Russie le fait et quelles sont les conséquences? Alors, pourquoi la Russie le fait? D'abord, elle le fait du fait du conflit avec l'Ukraine. Oui, bien sûr, c'est surtout aussi pour expliquer à nos spectateurs, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a les réseaux sociaux qui sont bloqués. Tout à fait. Alors, pour le blocage d'Internet, pas des réseaux sociaux, le blocage d'Internet, très simplement, c'est pour éviter que les drones ukrainiens se guident trop facilement sur l'Internet. C'est ça la principale raison. Bon. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a des fois où, à Moscou, l'Internet n'était pas bloqué donc sur les monts Lénine, hein, à l'université, à la MGU, mais 500 mètres plus loin, parce qu'on est en fait, si vous voulez, il y a l'avenue Michourine, et à 1 kilomètre ça donne sur l'académie du KGB, enfin du FSB. Bon. Et là, c'était bloqué, Internet. Je suis allé sur un centre commercial qui était pas loin parce que je devais faire réviser quelque chose dans mon téléphone portable. Bon, là, il n'y a pas d'Internet. Excusez-moi. Pas de Wi-Fi ou pas d'Internet mobile? Pas d'Internet mobile. Oui, parce que le Wi-Fi fonctionne normalement. Oui, le Wi-Fi fonctionne, pas d'Internet mobile. Et je ne peux pas vous faire la démonstration de ça parce que j'ai besoin d'Internet. Bon, pourquoi pas? Regardez, enfin, c'est le FSB, c'est l'académie du FSB. Bon. À moins d'1 kilomètre où se trouvait donc l'université de Moscou, on avait tout à fait l'Internet. Donc oui, ça, et ça va être très perturbant. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, les réseaux sociaux. Alors très clairement, il y a à la fois la volonté de se passer des réseaux sociaux d'origine américaine, bon ça c'est clair, et la volonté de contrôler certains réseaux sociaux comme Telegram. Ils ont voulu, d'ailleurs c'est intéressant parce que Pavel Durov, qui est le créateur de Telegram, il est réprimé en Europe et il est réprimé en Russie, le pauvre. Il est pris entre deux feux. Hein, bon. Sur la question de la Russie, je pense que c'est en train de s'améliorer pour lui, mais globalement, par contre, il est clair que le gouvernement veut développer des réseaux sociaux russes. Le max. Ben, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un programme général de souveraineté, je dirais, électronique. Et ils veulent faire l'équivalent de WeChat comme en Chine? Oui, et ce type de choses. Ils veulent désormais être souverains d'un point de vue électronique global. C'est important effectivement pour un pays qui est beaucoup plus digitalisé, comme l'on dit, que ne l'est la France. La Russie est à l'évidence en avance en matière de digitalisation. Mais le gouvernement russe se refuse à avoir une logique tout simplement de reprise des principaux réseaux sociaux d'origine occidentale et essentiellement américaine. Donc c'est pour ça qu'il va vouloir développer ses propres réseaux sociaux. Après, évidemment, tout le monde va se dire, oui, mais il fait ça aussi pour nous contrôler. Oui, mais en même temps, quand vous utilisez Google ou quand vous utilisez Facebook, vous avez un contrôle par les sociétés américaines. Donc, de toutes les manières, on n'échappera pas à ce type de contrôle, sauf à limiter au maximum son exposition aux réseaux sociaux. Mais ça, c'est un choix personnel, si vous voulez. C'est le choix que j'ai fait. Par exemple, j'ai fermé ma page Facebook, j'ai fermé ma page LinkedIn, je ne conserve pour l'instant que X, Twitter, parce que je m'en sers pour communiquer globalement des informations. Bon, je m'en sers un petit peu comme un média en tant que tel, mais voilà.
Donc on sera dans ce choix, soit être contrôlé, que ce soit par une entreprise privée ou par l'État, que ce soit par l'État américain ou l'État français ou l'État russe, etc. Ou l'État chinois, si on utilise un réseau social chinois, parce que c'est évident, par exemple, quand les Américains ont réagi contre TikTok, ils n'avaient pas tort, parce que TikTok, c'était une pompe aspirante à données sur les États-Unis qui était tout à fait impressionnante. Bon, donc, c'est la logique, mais ça, je crois que c'est un point différent. C'est une question de politique. C'est un choix politique qui a été fait par le régime russe. Par contre, je pense que la question sur Internet, oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié au conflit. Quand le conflit s'arrêtera, les choses reviendront d'emblée à la normale sur ce point. Et elles doivent effectivement revenir à la normale, vous avez tout à fait raison. Le rôle de la digitalisation dans les processus économiques est aujourd'hui devenu extrêmement important. Effectivement, on ne prend plus le taxi sans passer par une application de téléphone portable. Hein. Je m'en suis rendu compte à mes dépens, puisque j'ai accepté d'avoir un téléphone portable en Russie, mais j'ai pris le modèle le plus bas, pas assez développé. Là, je me dis non, malheureusement, il faudrait que vous preniez quelque chose de plus perfectionné. Bon, oui, effectivement, la digitalisation a fait d'énormes progrès, et de ce point de vue-là, la Russie, certaines grandes villes en Russie, je ne parle pas de l'ensemble de la Russie, mais Moscou, Kazan, etc., sont devenues bien plus avancées que la France. D'accord. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Merci beaucoup, Diana.